Tulle et Brive sous les eaux, la Corrèze débordée sur tout son cours, c'est par là que débuta la catastrophe qui devait atteindre 8 départements du centre. La crue fut brutale et violente. Mais les eaux, en se retirant, laissent apparaître toute l'ampleur du désastre, car l'eau, quand elle n'a pas détruit, a tout gâté et tout corrompu. Dans les campagnes, c'est par milliers qu'on peut compter les bestiaux victimes de l'inondation, et en certains endroits, c'est le cheptel entier qu'on devra reconstituer. Et quant au reste, le désastre est sans précédent dans ces régions. Voies ferrées coupées, ponts emportés, routes rompues. Si le barrage de Chantegrel a tenu bon malgré une fissure, sa menace a pesé pendant 2 jours sur la région environnante comme un nouveau mal passé. À Aubusson, les eaux de la Creuse se sont déversées dans la ville, entraînant comme à Brive, comme à Terrasson, comme dans des dizaines de villages. On a vécu des heures dramatiques sans ravitaillement, sans électricité, sans communication, coupés du monde. Les célèbres ateliers de tapisserie qui font depuis des siècles la gloire d'Aubusson sont gravement atteints. Que restera-t-il des travaux en cours, des collections de laine aujourd'hui salies, décomposées, perdues? Ce désastre est le plus grave du genre que la France ait subi depuis 39 ans. Il faut pour l'instant loger des milliers de sans-abri, ravitailler des quartiers entiers. Et il y a encore, maintenant que l'eau est partie, la boue. Le 11e anniversaire de la République populaire de Chine a été célébré à Pékin avec le déploiement populaire traditionnel. Dans la tribune officielle, M. Zhou Enlai, chef du gouvernement chinois au milieu de ses nombreux invités étrangers, a pu voir défiler quelques 500 000 personnes. Les éléments armés y ont figuré sous la forme des milices de la capitale, bien que ce défilé ait été annoncé comme devant être strictement civil. Mais cette fraction guerrière cédait vite la place aux fleurs et aux rubans, car le défilé de ce 11e anniversaire se plaçait sous le signe officiel du sourire. Ce n'est qu'en dernière heure que le cortège perdit sa belle ordonnance, mais c'était en faveur de Mao Tse-tung. Il fallait bien que ce soit par le mémorial du Vercors que le général de Gaulle commence son voyage à travers Savoie et Dauphiné. On sait ce qu'évoque ce nom d'un massif perdu dont la résistance a fait l'un des hauts lieux de notre temps. Après cette visite aux morts héroïques, le président de Gaulle est allé parler aux vivants. À Grenoble d'abord, où malgré certaines consignes d'abstention, la foule n'en est pas moins à la fois enthousiaste et amicale. Grenoble a une spécialité, son laboratoire d'études des marées. Le président s'y fit expliquer sur un modèle réduit de 14 mètres de diamètre le jeu des marées de la Manche et la réalisation de l'usine marémotrice de la Rance. Et puis, c'est la rapide revue des villes de Dauphiné et de Savoie. Thonon-les-Bains, où le président dit « La France doit être elle-même », et cela est vrai sur tous les terrains. Annecy, où une foule dense et chaleureuse manifeste du plus près qu'elle peut sa confiance au chef de l'État. Annecy, où il déclare « L'Europe doit se bâtir et s'unir, mais chaque pays doit garder sa personnalité et son âme. » Chambéry, enfin, où les élans populaires font oublier le mauvais temps. Chambéry, où il jette cet appel « Je demande aux Français de me soutenir et de m'aider, de ne pas se déchirer en passion et en excès contraires. » La leçon de la Savoie. L'attaque en règle menée par M. Khrouchtchev contre le secrétaire général des Nations Unies, M. Hammarskjöld, aura sans doute constitué l'un des moments les plus étonnants de la session de l'ONU. Le premier voulant acculer le second à la démission, le second s'y refusant au mécontentement du premier. If it is the wish of those nations who see in the organization their best protection in the present world, il faut plus de courage pour rester que pour partir, dira M. H. Je reste. En prenant le départ des 6 heures de Paris, premières en date sur une piste aménagée à l'aéroport d'Orly, ces 35 véhicules ont consacré un petit événement. L'adoption en France d'un sport qui fait fureur en Amérique, le karting.
500 clubs créés en 6 mois. C'est aujourd'hui en France 8000 adeptes officiels qui courent à 50 km/h sur ces bolides dotés de 4 roues, d'un châssis, d'un volant et d'un moteur. Justement, le moteur a 100 ans. C'est en effet au début de 1860 qu'était déposé à Paris le brevet d'un premier moteur à explosion. Le nom de l'inventeur, Jean-Joseph Étienne Lenoir. Son moteur doté déjà de l'essentiel, une bougie bien entendu, et des pistons entraînant un vilebrequin, ne fonctionnait pas encore à l'essence, mais au gaz. En tout cas, il fonctionnait. Si en 100 ans les progrès ont été sensibles, qu'il ne nous fasse pas oublier le nom de Lenoir, et donnons-lui une pensée en découvrant le moteur à piston rotatif, l'une des curiosités du 47e salon de l'automobile qu'a inauguré le général de Gaulle. Ce salon, du reste, sans nouveautés fracassantes, comptera plutôt comme celui des perfectionnements et du confort recherché. Chez Panhard, par exemple, la PL17 arbore cette année une quantité de perfectionnements. Ces améliorations vont jusqu'à l'éclairage individuel prévu pour le passager. Davantage de place pour les bagages. Même préoccupation chez Volkswagen, 3e constructeur mondial d'automobiles, où l'on constate également des agrandissements côté coffre. Et une boîte de vitesse entièrement synchronisée. Au même stand, la Karmann Ghia, qui réunit les avantages de la voiture de sport sans en comporter les inconvénients. Le domaine des poids lourds se signale par un paradoxe, le poids-plume de 10 tonnes pendu à des ballons. À côté de ce camion, Berliet présente aussi un 4 tonnes véritablement léger, lui qui se veut la bonne à tout faire des grandes et petites entreprises. Rayon tourisme, Peugeot demeure fidèle à sa jeune 404. Mais sans préjudice, pour la 403 dont le modèle berline diesel qui offre le kilomètre à moitié prix reste la voiture de tourisme la plus économique de sa catégorie. À signaler encore pour les délicats ce modèle américain qui comporte un volant mobile pour faciliter l'installation du conducteur. Sans oublier cet autre confort, n'est-ce pas Philippe Clay, qui permet les voyages au long cours sans sortir de chez soi. Premier porte-avions lancé par la France depuis la guerre, le Clémenceau qui achève sa préparation dans l'Atlantique attendait la dernière partie de son armement, les étendards 4. C'est maintenant chose faite, les premiers de ces appareils viennent d'y accomplir leurs essais. Proche parent du Mirage 4, détenteur du record du monde des 1000 km, puisqu'il appartient à la famille des appareils construits par la Générale Aéronautique Marcel Dassault, l'étendard 4 possède des qualités qui en font l'avion embarqué d'attaque et de chasse le mieux apte à assurer la liberté de l'air en Méditerranée. Avec cette série de catapultages et d'appontages réussis, la marine française vient de marquer un nouveau point. C'est désormais un fait acquis, Étendard et Clémenceau sont assurés de faire bon ménage.